Bonjour à tous, je suis Emmanuel Goujon, ancien journaliste et consultant travaillant sur l'Afrique subsaharienne. Je suis très heureux d'animer ce symposium organisé par l'ONU-SIDA dans le cadre de la 10e conférence internationale francophone Afravi. Comme vous le savez, cette conférence devait avoir lieu à Dakar, mais Covid-19 oblige, elle est devenue virtuelle, raison pour laquelle nous nous retrouvons en visioconférence avec nos intervenants aujourd'hui. Nous allons avoir plusieurs moments distincts pour traiter le sujet suivant, stigmatisation et mesures discriminatoires en temps de Covid-19, les leçons pertinentes tirées de la riposte au VIH. Mais nous avons voulu également, avec mes collègues de l'ONU-SIDA, que ce symposium ne soit pas seulement un débat de plus, et nous avons donc demandé à nos panélistes de préparer chacun une recommandation d'action pour lutter efficacement et concrètement contre la stigmatisation et la discrimination en temps de pandémie. À la fin de cette conférence, nous espérons donc disposer d'un mini-plan d'action que vous nous présenterons. Cher public, vous pouvez poser vos questions par le biais du chat qui est mis à votre disposition. Le temps qui nous est imparti est très limité, malheureusement, mais nous essaierons de répondre à un maximum de questions, soit pendant la conférence, en les posant à nos invités, soit plus tard par écrit. Pour poser vos questions, c'est très important, et j'insiste, c'est très important que vous indiquiez votre prénom, la ville et le pays où vous vous trouvez, et la personne, évidemment, à laquelle s'adresse votre question. Voilà pour les détails pratiques. Maintenant, le fond. L'ONU-SIDA, et je tiens ici à remercier sa directrice exécutive, Winnie Bianimia, et ses équipes, bien sûr. L'ONU-SIDA, donc, a souhaité tenir ce symposium parce que cette organisation lutte depuis de longues années contre une pandémie mondiale, le VIH-SIDA. Et dans le contexte de la plus récente pandémie, la Covid-19, nous avons à apprendre de l'expérience passée dans la riposte au VIH. On le sait, les plus vulnérables sont aussi les premières victimes, sanitaires, bien sûr, mais aussi économiques des pandémies. C'est vrai du VIH, c'est vrai de la Covid-19. De plus, le VIH et le Covid-19 se recoupent et l'on constate que des comportements observés dans le contexte du VIH, tels que la stigmatisation et des pratiques discriminatoires à l'égard de certaines populations présumées porteuses ou présumées plus à risque face à la maladie, réapparaissent de la même façon dans le contexte de la Covid-19. Il existe dans ce cadre plusieurs bonnes pratiques issues de la lutte contre le VIH qui seraient également pertinentes pour la Covid-19. Mais commençons avec le professeur Didier Blibolo, sociologue de l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui depuis plus de 25 ans a beaucoup travaillé sur les phénomènes de stigmatisation et de discrimination liés au VIH. Professeur Blibolo, comment naît la stigmatisation, comment naît la discrimination dans le cadre des pandémies? Donnez-nous votre éclairage. Sont accompagnés de ce type de comportement, à la fois des discriminations et des stigmatisations. Professeur Blibolo, est-ce que vous êtes avec nous? Professeur Blibolo, apparemment un petit problème de connexion avec le professeur Blibolo. Alors en attendant, peut-être comme Ramatoulaye est en ligne, Ramatoulaye Jallo, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je rappelle en quelques mots que vous êtes chercheuse sur l'indice de stigmatisation au sein du réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, GNP+. Et vous avez été aussi épidémiologiste au Center for Disease Control and Prevention, le centre de prévention et de contrôle des maladies. Et vous avez notamment travaillé sur Ebola et sur le VIH et sur différents sujets de ce point de vue-là des pandémies. Donc, c'est très intéressant aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler notamment pourquoi et comment on peut mesurer la stigmatisation à l'égard des personnes les plus vulnérables. Par exemple, est-ce que en plus de 40 ans d'épidémie du VIH, on a pu noter un recul de la stigmatisation et de la discrimination selon vous? Bon, merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Bon, comme nous le tous savons, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination est un processus. Nous avons vu comment les tendances ont changé autour du VIH et de la santé en général. Et ça, c'est vraiment grâce au travail et aux initiatives mises en place pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination.
Et c'est important aussi que nous reconnaissons que le changement social prend du temps. Mais le fait que nous parlions encore de la stigmatisation et de la discrimination aujourd'hui, après presque 40 ans d'épidémie, ça signifie que le déclin n'est pas assez rapide. C'est parce que il y a un vieux fond peut-être de peur humaine liée aux maladies, la peur de la mort aussi peut-être, qui est assez universelle au final. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'on a fait assez pour essayer de changer les mentalités? Bon, je peux dire qu'il y a toujours espace pour continuer à faire mieux. Il faut qu'on évolue aussi avec la stigmatisation, la discrimination. Ça change tout le temps, donc c'est important de continuer à plaidoyer, à sensibiliser les communautés aussi. Alors, vous avez mené plusieurs études justement dans le cadre de cette lutte contre la stigmatisation et notamment le Stigma Index 2.0. Concrètement, comment on mène ce genre d'études? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on cherche? Et quels sont les résultats qu'on peut obtenir? Bon, avec l'index stigma, c'est important de préciser que c'est une recherche communautaire qui est menée par le Réseau national des personnes vivant avec le VIH. C'est important aussi de noter que le projet et les fonds doivent être gérés et menés par le Réseau national de personnes vivant avec le VIH. Et ça, c'est vraiment pour garantir que l'ensemble du processus du projet soit entièrement détenu par la communauté des personnes vivant avec le VIH. Et s'il y a des gens qui veulent participer, il existe plusieurs façons de participer au processus. Par exemple, il y a un comité de pilotage, donc les personnes vivant avec le VIH peuvent être un membre de ça. Et le processus de Stigma Index, ça prend environ 8 à 12 mois pour le mise en œuvre. Et oui. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce Stigma Index? Bon, qu'est-ce qu'on trouve? On demande les questions par rapport au pourquoi les personnes évitent d'aller dans un soin de santé, par exemple. Est-ce qu'il y a des discriminations auprès des écoles? Est-ce que les lois continuent à protéger les droits humains des personnes vivant avec le VIH? D'accord. Et dans ces études, vous avez des histoires humaines à nous raconter de cas de stigmatisation, de cas de discrimination particulièrement criants et particulièrement inquiétants dans le cadre des pandémies? Bon, il y a toujours ça, mais comme c'est important que il y a les espaces et je pense que c'est mieux que la communauté parle eux-mêmes. Donc, il y a toujours des histoires qu'on voit, mais avec le COVID-19, par exemple, il y avait un peu de délai avec les mises en œuvre du projet. Donc, ça reste encore de voir tous les résultats. D'accord. Et on avait dit effectivement qu'il était compliqué de lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Mais est-ce que vous avez quand même, dans ce tableau général un peu, on va dire, un peu sombre, vu quelques progrès apparaître? Bon, on a commencé avec une méthodologie qui est plus standardisée et validée. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, c'est de comparer entre pays et dans les pays. Est-ce qu'il y avait les différences en la stigmatisation, la discrimination? Donc, on attend toujours les résultats de ça pour puisse vraiment dire que on a vu des changements où ça reste encore beaucoup plus à faire. D'accord. Et il y a des pays où la stigmatisation est plus forte, où la discrimination est plus forte que dans d'autres, en Afrique de l'Ouest et du Centre particulièrement? Bon, je pense que c'est toujours important de savoir que les contextes sont toujours différents. Donc, chaque pays a son propre contexte différent. Mais comme j'ai dit, il y a toujours beaucoup plus à faire, mais ce qui est très bien, surtout avec notre connexion avec les réseaux nationaux, c'est qu'on continue à appuyer, pas seulement en tant que l'appui technique, mais aussi pour le renforcement de capacités, pour que les communautés puissent plaidoyer auprès des politiques nationales et aussi pour s'assurer que les initiatives qui sont mises en place sont appropriées et efficaces pour vraiment lutter
et, et amener le fin aux stigmatisations et discriminations liées au VIH. Donc, c'est important de continuer à évaluer en permanence et d'essayer de voir toujours la marge de progression et de trouver de nouvelles stratégies, peut-être plus adaptées au niveau communautaire. Exactement. Et surtout avec le Stigma Index, on conseille que c'est important de continuer à répéter l'index stigma dans un délai déterminé, par exemple chaque 2 ou 3 ans, pour qu'on puisse vraiment donner les conseils et des recommandations concrètes. D'accord, bah vous faites ma transition puisqu'on vous a demandé de plancher sur une recommandation justement précise pour mieux utiliser les recommandations justement issues de ces études de Stigma Index. Quelle est, Ramatoulaye, cette recommandation que vous préconisez? D'accord. Bon, pour nous, notre recommandation est vraiment de lier les résultats de l'étude sur l'index stigma aux initiatives du partenariat mondial, parce que ça, c'est une plateforme stratégique, et surtout au niveau des pays, et aussi de mettre des ressources à la disposition des réseaux de personnes vivant avec le VIH dans le cadre de leur effort de plaidoyer. Et vous pensez que ça, c'est facile à mettre en œuvre, facile à financer et ça va donner beaucoup plus d'efficacité? Bon, en près de 40 ans d'épidémie de VIH, nous avons déjà appris que les réponses menées par les communautés sont les plus efficaces. Donc, moi, je trouve que vraiment c'est possible de le faire, mais c'est important de mettre le financement dans ça. Donc, je pense que c'est toujours possible. Il n'y a rien qui est impossible. Mais, et surtout, ce qui est plus possible, c'est de lutter et de amener fin à la stigmatisation et la discrimination liée au VIH. Très bien. Merci beaucoup, Ramatoulaye. On va essayer de passer à nouveau, de retrouver le professeur Blibolo qui nous a rejoint en ligne. Merci, Ramatoulaye. On se retrouvera pour la session de questions-réponses. Docteur Blibolo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, merci, je suis enfin en ligne. Ah, bonjour professeur, on est bien content de vous retrouver. Je rappelle en 2 mots donc, que vous êtes sociologue à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et que vous avez travaillé depuis plus de 25 ans justement sur les phénomènes de discrimination, de stigmatisation dans le cadre du VIH. Donc je vais vous poser la question, avant qu'on ait ce problème de liaison, concernant les origines de la stigmatisation dans le cadre des pandémies. Comment naissent la stigmatisation, la discrimination d'un point de vue historico-sociologique au cours des pandémies? Merci. Alors, compte tenu du temps que nous avons, nous allons aller droit au but. Ce serait bien. Pour dire que la stigmatisation, si on considère un certain nombre de définitions telles que celle que Goffman a émise, citée par Kizerbo et compagnie, et aussi moi-même à mon essai de définition, on peut dire que la stigmatisation, et ça c'est ma définition propre, est un ensemble de traitements injustes infligés au PVVIH, traitements qui sont basés sur des représentations négatives des identités qui véhiculent la peur de la mort, de la réprobation sociale et qui véhiculent également la dévalorisation. Ce que d'ailleurs Kaufman confirme quand il parle de toute caractéristique propre à l'individu qui, si elle est connue, le discrédite aux yeux des autres ou le fait passer pour une personne d'un statut moindre. Alors, vu sous cet angle, pour répondre donc à votre question, on peut dire que la stigmatisation par rapport au VIH pourrait être expliquée par le fait que le VIH a été présenté comme une maladie, je veux dire le sida, comme une maladie qui prophétise la mort, mais aussi une maladie de personnes, disons,
peu recommandables ou qui ont des comportements socialement condamnés et dévalorisants. En fait, peut-être pour vous aider à formuler, professeur, avec le VIH-Sida, c'est vrai qu'au début était attachée l'image que c'était une maladie qui n'était pas universelle, qui ne touchait pas tout le monde, mais certaines catégories de population aux pratiques sexuelles minoritaires. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que beaucoup de personnalités politiques, religieuses, condamnaient, utilisaient cette maladie pour stigmatiser justement. Alors, comment on explique ça? Est-ce que c'est parce qu'il fallait, plutôt que de soigner, il fallait mettre à l'écart ces gens malades, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a une incompréhension, ou bien une instrumentalisation? Oui, alors tout à fait, comme vous le dites si bien, dans ce que vous venez de dire, il y a d'abord le fait que donc, si le sida est présenté comme une maladie mortelle sans traitement, eh bien, on a peur de la mort. Donc, tous ceux qui sont infectés par le sida, ils sont porteurs de la mort et on a peur d'eux. Donc, voilà une première raison, mais aussi, lorsque tu es infecté, c'est vrai que la prostitution, l'homosexualité sont certes des comportements de minorité, mais c'est également des comportements qui bénéficient de jugements défavorables. Et donc, tous ceux qui sont identifiés comme tels sont considérés comme des personnes à éviter parce que objet de réprobation sociale et à cause de leur comportement ou de leur statut, moi je parle de statut ou d'identité qui dévalorise. Et alors là, du coup, on perd du temps aussi dans la sensibilisation, dans le soin, parce que on a l'impression que du coup, cette maladie, comme elle touche des minorités, elle est presque méritée, comme une espèce de sanction divine, et du coup, on perd du temps sur la recherche, sur l'information. Ça fait penser un peu à la peste aussi, au Moyen-Âge, où on ne savait pas vraiment comment on attrapait la peste. Donc du coup, on ne cherchait pas, on mettait les gens à l'écart. Avec la Covid-19, c'est vrai qu'aussi on est arrivé dans un contexte où on ne connaissait pas vraiment bien cette maladie. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous avez pu noter des comportements de stigmatisation et de discrimination comparables à ceux du VIH-Sida avec la Covid-19, professeur? Tout à fait. Il y a des situations comparables dans une moindre mesure. Dans le VIH, on isole, on discrimine les gens quelquefois de façon injustifiée. Parce que si l'agent de santé a peur de soigner quelqu'un qui est infecté par le VIH-Sida, ou tout simplement une sœur a peur de son frère qui est infecté par le VIH, parce qu'il va le contaminer, c'est peut-être un comportement, une peur injustifiée. Par contre, dans la COVID-19, en Côte d'Ivoire, nous on parle de la COVID-19, ce qui me semble similaire au VIH, c'est que il y a la distanciation du malade et son isolement par rapport aux autres, parce que la stigmatisation, c'est cette discrimination, c'est-à-dire séparer, j'allais dire, les bons grains des mauvais grains, selon que ces personnes-là sont porteuses de maladies qu'on veut éviter, qu'on veut fuir, ou ces personnes-là sont le reflet de catégories de personnes qui se comportent mal et auxquelles on ne veut pas ressembler. Là, dans le cas de la COVID, ce n'est pas tout à fait la même chose. La distanciation et l'isolement sont recommandés. De l'autre côté, ce n'est pas recommandé. Tout à fait, tout à fait. Et avec ce préambule quand même que bon, une fois qu'on a réussi à faire passer certaines informations, une fois qu'on a mobilisé les sachants, on va dire, hein, les relais d'opinion, on arrive à faire passer le message que bien cette maladie, elle sort pas de nulle part, elle s'attrape comme ci, elle s'attrape comme ça. Donc il y a quand même une différence dans le mode de contamination notamment entre le VIH par exemple et la Covid-19 qui se
comme vous le savez, transmet par voie aérienne. J'ai le souvenir d'ailleurs, puisque cette Afravi devait avoir lieu à Dakar, qu'il y a un certain temps, le président à l'époque, Abdoulaye Wade, avait fait un gros effort de communication. Il avait mobilisé l'ensemble des acteurs qui luttaient contre le VIH à Dakar, mais aussi les leaders religieux, les autorités politiques, pour essayer de mieux faire comprendre qu'est-ce que c'était que ce VIH-Sida. Et ça avait bien marché. Le Sénégal a toujours été un peu le champion de la lutte contre les pandémies en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que ce stade-là de l'information, de la meilleure information des populations, de la meilleure prévention, en fait, pour faire comprendre aux gens le contexte de ces pandémies, est une bonne étape? Absolument, absolument, c'est capital. Et la population, certes, mais lorsqu'on regarde les quelques études dont j'ai connaissance sur la stigmatisation en Afrique de l'Ouest, notamment celle que j'ai citée tout à l'heure avec Alice Desclos et compagnie, on se rend compte que c'est surtout l'autostigmatisation qui représente la plus grande part de cette pratique. Et donc, en plus de la population générale, il faut également, à mon avis, sensibiliser davantage les PVVIH eux-mêmes, parce que je pense que ils ont besoin d'assumer leur statut de séropositif, et ce qui, à mon avis, n'est pas pour le moment le cas de ceux qui ne partagent pas l'information de leur statut sérologique et qui se cachent et qui risquent donc de ne pas recourir aux soins de santé appropriés et qui risquent même de ne pas avoir recours aux différentes méthodes de prévention qui impliquent les partenaires sexuels et puis qui peuvent donc par conséquent se laisser tuer par l'épidémie alors qu'actuellement il y a des possibilités. Donc moi je mets plus l'accent sur la sensibilisation, l'éducation même des PVVIH. D'accord, c'est bien compris, professeur. D'ailleurs, on a demandé à chacun de nos panélistes de préparer donc une recommandation pour notre mini plan d'action de lutte contre la stigmatisation et la discrimination à travers les leçons qu'on a pu tirer de l'expérience de la riposte au VIH. Quelle serait, professeur, votre recommandation? Alors, ma recommandation, comme je l'ai envoyé tout à l'heure à un de nos collègues, il s'agit pour moi de faire la sensibilisation, surtout à travers les PVVIH, qui doivent assumer leur statut de séropositif et avec dignité, se soigner, se protéger et protéger les autres et non pas se cacher et cacher leur statut. Mais comment concrètement on encourage ces personnes-là, d'une part d'abord à connaître leur état sérologique, même parce que parfois c'est même là qu'on a des résistances, c'est-à-dire que les gens ne se font pas tester de peur justement d'avoir l'information qu'ils sont contaminés. Et autre étape, comme vous le soulignez, professeur, comment une fois qu'ils connaissent leur statut sérologique, les aider à assumer concrètement? Alors, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, il y a un concept qui s'appelle SPDP, c'est-à-dire santé positive, dignité, prévention. C'est dans le cadre de ce concept qui est en fait un ensemble de dispositions et d'actions en faveur des PVVIH. C'est dans ce cadre que, au cours des soins et soutiens au PVVIH, on amène les personnes vivant avec le VIH à savoir que les croyances populaires selon lesquelles quand on est infecté par le VIH aujourd'hui est synonyme de mort n'est plus vérifié et que les ARV donnent beaucoup de chances de survie et que deuxièmement, ceux qui ont peur d'eux, c'est par ignorance
qu'ils ont peur d'eux. Tant qu'ils n'ont pas de rapport sexuel avec eux, ils ne peuvent pas les contaminer. Et puis leur dire tout un ensemble de connaissances que nous avons sur la transmission du VIH, mais aussi sur le fait que avoir le VIH, ça ne veut pas dire qu'on est maudit, qu'on a fait un péché, qu'on a enfreint à des lois divines, etc., et que c'est une maladie que tout le monde peut contracter. Et si les autres les condamnent, parce qu'ils sont condamnés quelquefois, ils ne doivent pas croire en ces condamnations, ils doivent plutôt assumer et montrer aux autres qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils peuvent se soigner et vivre avec le VIH. Donc ça demande beaucoup de courage à la fois pour la personne vivant avec le VIH, mais aussi pour son entourage. On reçoit une question d'ailleurs là de César Mombunza Azuba de Conerela Plus, une association. Je vous pose la question telle qu'il nous l'envoie, César. Est-ce que l'autostigmatisation n'est pas la conséquence de la stigmatisation des autres? Absolument, c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire le VIH il vit dans la société. Et il est victime de stigmatisation, mais il peut ne pas être victime de stigmatisation, mais lorsqu'il écoute son entourage parler du VIH, il voit qu'ils condamnent ou ils émettent des jugements défavorables sur les personnes qui sont infectées, et lui, il l'entend. Et pour par peur d'être victime de cette stigmatisation probable, il va se cacher, ne pas dévoiler sa séropositivité et puis s'auto-stigmatiser parce que il va avoir peur d'en parler, il va avoir peur d'aller à l'hôpital, il va avoir peur d'informer son partenaire sexuel. Et ainsi, il va interpréter ce qu'il entend dire comme si on lui avait adressé, alors qu'on ne s'adresse pas à lui, mais on s'adresse aux personnes vivant avec le VIH en général. Très bien, c'est très clair, professeur. Je vous remercie beaucoup. On a une autre question, mais qui s'adresse plutôt, je pense, à notre précédente intervenante, Ramatoulaye Diallo. Je formule la question en espérant que Ramatoulaye puisse revenir en ligne avec nous. La question vient de Jean-Luc de l'association AIDE. Il est coordinateur territorial dans la région Grand Est en France et il demande: des études ou recherches démontrent-elles déjà, comme sur le VIH, que le cumul de facteurs de vulnérabilité augmente sensiblement les risques de transmission à la Covid-19? Est-ce que vous avez entendu la question, Ramatoulaye? Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je répète la question donc de Jean-Luc dans la région Grand Est. Des études ou recherches démontrent-elles déjà, comme sur le VIH, que le cumul de facteurs de vulnérabilité augmente sensiblement les risques de transmission à la Covid-19? Ok, merci beaucoup pour cette question. Bon, comme j'avais déjà dit, avec le COVID-19, beaucoup de nos activités étaient reculées. Donc, maintenant, les pays et les réseaux sont en train de faire la mise en œuvre de l'étude stigma. Donc, nous espérons que dans les prochains mois, on va avoir des résultats pour mieux répondre à ça. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup des activités qui étaient empêchées, surtout au niveau des soins de santé et les lockdowns qui avaient posé beaucoup de problèmes sur l'accès de médicaments et le prise en charge aussi des personnes vivant avec le VIH. Mais on peut supposer aussi que plus on est déjà vulnérable, moins on a accès à l'information. Moins on a accès à l'information, du coup, moins on se protège aussi, hein, que ce soit les gestes barrières, les fameux gestes barrières pour la Covid-19 ou le préservatif pour ce qui est du VIH-Sida. Que aussi, plus on est vulnérable, peut-être moins on est en bonne santé et que donc, forcément, les formes du virus qu'on va contracter vont être plus graves. Je vous pose la question là à tous les deux. Ce sont des exemples concrets, ce sont des exemples de vie. Ramatoulaye, peut-être? Pardon, vous pouvez répéter? Non, je dis que c'est vrai aussi que quand on est plus vulnérable, on a moins accès à l'information, moins accès aux soins. Peut-être qu'on est dans une santé déjà générale un peu plus précaire et que donc, forcément, on est aussi, à cause de ce statut déjà de vulnérabilité, plus sensible à tous ces virus.
Oui, oui, bon, il y a beaucoup de comorbidité avec le COVID-19. Donc, c'est pas seulement à propos de l'accès d'informations, mais il y a aussi les anticorps et tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de continuer à accompagner le pays pour plaidoyer, pour changer les politiques et aussi de mise en place des programmes qui vraiment peuvent répondre pas seulement à COVID-19, mais s'il y avait d'autres pandémies dans le futur, pour qu'on renforcer et assurer que les communautés des personnes vivant avec le VIH sont protégées et ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin pour la santé. Ouais. Professeur Blibolo, si on devait comparer la COVID-19 et le VIH, qui sont des maladies donc au mode de transmission très différents, on voit un point qui est, je pense, important, mais je parle évidemment sous votre contrôle, qui est celui de l'information. On a eu tous une impression de vivre avec la COVID-19 vraiment dans un moment de pandémie mondiale où l'ensemble des populations mondiales étaient concernées par ce virus. Or, à l'époque où est apparu le VIH, d'abord on a mis plus de temps à le découvrir, j'ai l'impression, et ensuite il n'y avait pas cette espèce de communauté mondiale, communauté mondiale, globale, voire globalisante même, face au VIH. Comment on peut expliquer cela? Oui, alors avant de répondre à cette question précise, je voulais juste dire un mot sur la vulnérabilité dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Pour remarquer que s'il s'agit de la vulnérabilité biologique des personnes, il n'y a pas encore d'études chez nous ici pour voir si en situation de vulnérabilité biologique, on a des chances, plus de chances de contracter la COVID ou vice-versa. Par contre, au niveau de la vulnérabilité sociale, ça me fait penser à ce que me disaient des travailleuses de sexe avec qui j'ai travaillé dans le cadre d'un projet de recherche de l'ANRS, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage avec notre collègue, comment il s'appelle déjà, de l'ANRS aussi, bon, son nom me viendra, et qui disait donc, ces personnes, ces travailleuses de sexe, qui disaient qu'elles sont impliquées dans la lutte contre le sida depuis longtemps, et elles-mêmes, elles sont séropositives et elles vivent une double stigmatisation. C'est-à-dire qu'en tant que PVVIH, elles sont stigmatisées, mais en tant que travailleuses de sexe, elles sont également stigmatisées et dans le milieu de la lutte contre le sida. C'est-à-dire parmi les différents acteurs de lutte contre le sida dont elles font partie, lorsqu'elles se retrouvent dans les assemblées et autres, elles sont stigmatisées visiblement par les autres. Donc elles se disaient victimes d'une double stigmatisation. Ce qui me fait croire que votre question est pertinente lorsqu'on est dans une situation de vulnérabilité sociale donnée, eh bien, une travailleuse de sexe PVVIH qui contracterait la COVID-19 serait peut-être triplement stigmatisée. Tout à fait. Et par rapport à ce sentiment-là de vivre une pandémie globale pour la COVID, qui n'était pas forcément le cas pour le VIH, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ça aussi, vous faites une remarque très importante parmi les pandémies. C'est à ma connaissance l'une des rares pandémies qui intéresse le monde entier et qui paralyse le monde entier au même moment. Parce que la différence quand même est que le VIH, l'infection à VIH et sa lutte a concerné aussi le monde entier, mais ça a été fait de façon progressive. Alors que là, en moins d'un mois et de 2 mois, tout le monde entier est en alerte maximale et tout a été bousculé. Alors, l'une des comparaisons que j'ai l'habitude de faire, c'est que le VIH a marqué à sa manière un certain nombre de choses dans notre monde actuel,
en termes de changement, bien sûr, changement négatif par ses conséquences néfastes, mais aussi changement positif. Et là, la COVID est en train de marquer aussi de son empreinte un certain nombre de choses dans nos pratiques. Et on verra si c'est en négatif ou en positif. Mais pour l'instant, je pense que la COVID a fait oublier quelque peu la lutte contre le sida, si bien qu'on m'apprend que nos centres de santé actuellement sont moins fréquentés depuis l'avènement de la COVID, y compris l'accès au traitement ARV, puisque ça se trouve dans les services de santé, et l'accès à d'autres soins de santé habituels, traditionnels. Oui, tout à fait. C'est un problème qu'on voit avec plein d'autres maladies aussi, d'ailleurs. Hein. Des gens qui vont pas consulter pour le cancer, qui prennent plus leurs médicaments pour telle ou telle chose. Ça a créé une ambiance un peu vraiment qui fait peur. Et du coup, les gens oublient qu'il y a d'autres maladies qui sont tout aussi graves et qu'il faut continuer d'une part à traiter et d'autre part à dépister. C'est très important, cette dernière remarque, professeur. Je vous remercie beaucoup, Ramatoulaye et professeur Bibolo. On va passer maintenant à l'autre partie, enfin la deuxième partie de notre session. Mais vous restez avec nous en ligne parce qu'à la fin, il y aura encore une session de questions-réponses et sans doute que certains des membres du public présents, nombreux, je crois, eh bien, voudront vous interroger de nouveau parce que ce thème de la discrimination et de la stigmatisation et de sa mesure et de la lutte contre ce phénomène est très important. On va entrer donc, je le disais, dans la deuxième partie de cette session. Et c'est la question qu'on se pose, hein. On l'a déjà un peu évoqué évidemment, mais comment mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination? C'est problématique, c'est complexe, sachant que à chaque pandémie, à chaque région du monde correspondent des réalités différentes qu'à chaque fois il convient d'adapter. Pour cette partie, nous allons rejoindre Mianko Ramaroson, qui est juriste de formation et conseillère en droit de l'homme et loi au sein du département genre, droit humain et engagement communautaire à l'ONU-SIDA à Genève. C'est d'ailleurs elle, en grande partie, Mianko, qui est à l'origine de ce symposium aujourd'hui et qui fait que nous nous retrouvons tous. On peut ici la remercier, bien sûr. L'ONU-SIDA, Mianko, a réalisé un rapport où justement on essayait de tirer les leçons de ces décennies de riposte au VIH dans ce contexte très contemporain de la Covid-19 pour voir comment on pouvait peut-être gagner du temps dans la riposte, gagner du temps dans la lutte contre la discrimination et la stigmatisation qui ralentissent les processus de traitement et de dépistage. Que pouvez-vous nous dire exactement sur ce rapport? Pourquoi au départ l'ONU-SIDA, cette organisation de l'ONU, a-t-elle voulu préparer ce rapport? Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à tous. Effectivement, dans les premiers mois qui ont suivi les confinements dans les pays, nous avons eu beaucoup de témoignages selon lesquels il y a eu pas mal d'interruptions des traitements et des services liés au VIH, tels que le professeur Bibolo l'avait déjà mentionné. Et il y a eu également pas mal de violations de droits qui ont été notées. Donc, nous avons ressenti le besoin, en fait, de voir d'un peu plus près comment est-ce que la COVID et la VIH s'entrechoquent. S'entrechoquent, se superposent, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et ce rapport qui est en ligne et qui est également dans notre stand, qui évalue en fait les réponses des pays dans 16 pays différents de différentes régions du monde dans les premiers mois suivant le confinement, a révélé que la COVID et le VIH en fait partagent des caractéristiques assez importantes à bien des égards. Une de ces caractéristiques est le fait que ce sont deux maladies qui se produisent, qui pèsent sur des systèmes de santé peu financés, mais également sous-financés, mais également qui ne sont pas nécessairement bien préparés à répondre à ce type de pandémie et de maladie. D'autre part, est très important en fait pour faire le lien avec les discours précédents, mais aussi le thème, l'étude a démontré que ces deux maladies révèlent et exacerbent des inégalités déjà existantes et qu'elles touchent plus durement
les communautés déjà marginalisées. Et à titre d'exemple, vraiment, que ce soit les femmes, les filles, les populations clés, telles que les personnes transgenres, lesbiennes, gays, personnes intersexuées, mais aussi les travailleurs et les travailleuses du sexe, ont été particulièrement affectés, les consommateurs de drogue ont particulièrement été affectés par les mesures qui ont été prises de confinement dur au début. Par exemple, dans certains pays, on a reporté que jusqu'à une augmentation des violences à l'égard des femmes et des filles de jusqu'à 40 à 70% avec des pics dans certaines villes et dans certaines régions. Et aussi, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, les inégalités, vraiment comment certaines populations sont plus affectées que d'autres. Les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe, par exemple, ont aussi été gravement affectés par les pertes de revenus. Par contre, n'étant pas reconnu comme un emploi, le travail du sexe n'a pas été éligible pour les appuis ou les aides financières que les gouvernements avaient mis à disposition de ceux qui perdaient des sources de revenus. Mais également aussi des mesures assez strictes qui ont affecté certaines populations plus que d'autres, telles que l'utilisation vraiment des violations des droits de l'homme sous forme d'utilisation de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, de fouets par la police pour les personnes qui violaient les règles relatives au confinement. Vraiment, toute population confondue, mais certaines populations plus affectées que d'autres, et aussi des mesures d'enfermement ou d'emprisonnement pour les personnes qui ne pouvaient pas s'acquitter des amendes qui étaient imposées à l'époque. Mais là, quand même, Mianco, on peut poser la question, hein, et moi je fais un peu l'avocat du diable hein, dans ce débat, quand même, c'est mon rôle aussi. Le confinement, tout le monde a l'air de considérer que c'est une mesure nécessaire, voire un passage obligatoire pour essayer de stopper la pandémie du Covid-19. Donc tout le monde est soumis, on va dire, à la même règle d'un confinement plus ou moins léger, plus ou moins général. Bon, à un moment donné, c'était vraiment très très strict, y compris en Occident, en Europe, en Chine, partout, États-Unis mis à part. Même en Afrique, on a réussi quand même à faire des confinements, par exemple, de capitale. Je pense là au Grand Abidjan, à Dakar, des mesures sont prises, etc. Donc c'est dans l'intérêt commun, en fait. Est-ce que là, comment on dresse, en fait, la limite entre une nécessité sanitaire absolue qui va peut-être sauver, je dis peut-être, des millions de vies, et les droits de l'homme, la préservation des droits de l'homme. Moi, ça m'embête, évidemment, quand on m'empêche de sortir de chez moi pendant 55 jours, comme ça a été le cas en France. J'essaie d'en tirer le meilleur, mais en même temps, à un moment donné, je me dis, bon, ben, jusqu'où ça va aller, quoi? Comment on dresse cette frontière? Comment vous pouvez nous dresser cette frontière? Effectivement, il y a d'une part, déjà, il faudrait que l'on sache et qu'on se souvienne du fait que les droits humains et les politiques de santé publique ou la protection de la santé publique ne sont pas de domaines qui se contredisent. En fait, ce sont des domaines qui vont ensemble et que même les droits humains peuvent servir de levier pour la protection de la santé publique et vraiment de levier pour faciliter les mesures que les gouvernements mettent en place. Des leçons qui ont été tirées de la riposte au VIH, on sait que les mesures punitives, en fait, ont tendance à éloigner les personnes des services, ont tendance à, en fait, inciter les personnes à se cacher plutôt que d'une part, adopter les mesures qu'on leur demande d'adopter, mais aussi d'éviter tout simplement les services qui sont disponibles. Et parce que, disons, pour différentes raisons, elles ne peuvent pas se plier aux mesures qui sont imposées. Une autre réponse, en fait, une perspective, en fait, qui est assez très, très utile et qui a été une leçon importante tirée de la riposte de VIH également, et qui permet de pallier à ces difficultés-là, c'est l'engagement des communautés, des personnes les plus affectées par les pandémies et les maladies. En fait, cet engagement-là et ce dialogue-là et l'implication vraiment, l'implication de ces communautés nous permettent en fait d'identifier les obstacles qui empêchent les personnes d'avoir accès aux services ou qui les mettent à plus à risque ou vulnérables aux maladies.
et donc d'adapter un peu les mesures aux circonstances des personnes et d'avoir cette approche centrée sur la personne pour les mesures de santé publique et vraiment d'éviter des approches punitives. Et en fait, ce sont des concepts ou disons des concepts qui sont réellement appuyés dans le cadre des droits humains eux-mêmes, dans le sens où, bien que les droits humains ne soient pas absolus, il y a quand même des limites qui nous permettent ou qui définissent dans quelle mesure ne pas violer, enfin, dans quelle mesure, jusqu'à quelle mesure on peut limiter certains droits, mais jamais ne les enlever entièrement de la personne. Et une part, justement, peut-être Mianco pour compléter, on entend bien le rôle que peuvent jouer les communautés, les associations, etc., le tissu communautaire de proximité à la base, pour exercer cette vigilance auprès des plus vulnérables. Mais il y a aussi quand même quelque chose d'important, je pense qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent, qui est en fait la responsabilité de chacun dans cette lutte aussi. Donc l'adhésion au programme, la confiance qui peut exister avec les différents décideurs. Comment on peut améliorer ça aussi, Mianco? Effectivement, oui. Le rôle de l'individu, il est important, mais il faut pouvoir mettre en place un contexte de politique et de contexte juridique qui permettent à l'individu de prendre ses responsabilités. Disons, si on se trouve dans un contexte où on n'a que des mesures punitives et des mesures discriminatoires qui affectent certaines populations davantage plus que d'autres, de manière vraiment disproportionnée, les individus eux-mêmes ne seront pas capacités à prendre soin de leur propre santé. Donc, c'est là où il est important d'avoir cette complémentarité entre, oui, permettre à l'individu d'avoir les informations possibles pour lui permettre de prendre des décisions, permettre à l'individu d'avoir les services de soins qui lui permettent vraiment de se protéger contre la maladie, mais également de faire en sorte que le contexte ne les pénalise pas, que ce ne soit pas des lois qui vraiment, par exemple, pénalisent la transmission ou même l'exposition à une maladie. Là, vraiment, l'individu, c'est tout un système qui est en train de marcher contre lui. Donc, du coup, on aura beau se protéger, en fait, du point de vue même de l'accès à l'information, on est limité, de l'accès aux services pour pouvoir se protéger et protéger les autres, on est limité, et aussi, de manière générale, l'inégalité et la marginalisation qui ne permettent pas réellement aux individus de prendre ces mesures-là. On a vu dans certains pays des images de sanctions très strictes, voire physiques, sur des personnalités qui ne respectent pas le confinement, par exemple. On a vu aussi des amendes assez élevées et qui aggravent aussi la fragilité économique de certaines personnes, comme vous le soulignez. Mais encore une fois, c'est difficile aussi de trouver le juste milieu pour des hommes politiques, pour des gouvernants confrontés pour la première fois à une pandémie comme la Covid-19. Comment savoir comment il faut réagir? Qu'est-ce qu'on a appris justement de la riposte au VIH dans ce cadre-là? Déjà, comme j'avais mentionné, mettre vraiment l'individu, la personne au centre des réponses, vraiment pouvoir avoir des systèmes de santé qui sont prêts à vraiment pourvoir aux besoins des personnes, autant en termes de prévention qu'en termes de guérison. Ensuite, avoir vraiment tout ça dans un cadre de respect et de promotion des droits humains, vraiment pour qu'on n'aille dans aucune dérive et qu'on puisse avoir les communautés et les individus en fait comme partenaires. Et puis, une chose assez importante aussi que la riposte au VIH a démontré, c'est de créer de mettre en place vraiment des systèmes juridiques et politiques où on a des dispositions juridiques et législatives vraiment qui nous permettent, qui permettent la protection de l'individu en cas de forme d'abus. Autre chose également, c'est de mettre en place une réponse multisectorielle qui a pour but de s'attaquer aux inégalités sociales et structurelles qui font que les individus ne sont pas
égaux face à la maladie. Ça, c'est une chose vraiment importante également. Et que nous puissions réimaginer des systèmes de santé, en fait, qui mettent tout ça en avant, les droits humains, les individus et les communautés au centre, vraiment aller comment adresser les inégalités sociales et structurelles, et aussi mettre des systèmes de santé qui soient efficaces, responsables, inclusifs, équitables et fondés sur les droits humains et avec suffisamment de ressources. Ouais, c'est très important ce que vous dites là. C'est vrai qu'il faut adapter de manière universelle et aussi humaniste, on va dire. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte d'approche bienveillante qui pourrait permettre d'adapter un peu les stratégies différemment. D'ailleurs, on ouvre une parenthèse, mais ça a été noté par beaucoup de gens où les observateurs ont pu souligner que dans beaucoup de pays qui étaient dirigés au niveau de l'exécutif par des femmes, eh ben, les choses se passaient quelque part beaucoup mieux que dans les pays majoritaires, bien sûr, où ils étaient dirigés par des hommes. Alors, est-ce que ça, c'est une dimension qu'on retrouve aussi à notre échelle, peut-être, au niveau de la lutte contre le VIH ou de la lutte contre la Covid, Mianco? Je pense que les femmes leaders ont beaucoup compris ce concept cette intersectionnalité, en fait, qui font que plusieurs facteurs qui contribuent à marginaliser un individu peuvent se retrouver et se recouper de sorte à vraiment à accroître la vulnérabilité aux maladies et vraiment constituer des barrières à l'accès aux services. Donc, je voudrais en fait croire comme vous que en fait c'est cette compréhension vraiment globale et holistique de la maladie, des inégalités, vraiment comment tout ça joue sur la capacité de chaque individu à définir sa destinée, à faire des choix responsables, joue un rôle en fait et peut vraiment nous inspirer pour définir nos étapes et nos choix pour mettre fin aux épidémies. On a une question là qui nous arrive de Rodrigue en Côte d'Ivoire du réseau Grandir Ensemble. Question ouverte à tous, mais je pense qu'elle est intéressante dans le contexte de notre conversation, Mianco. Je vous pose la question de Rodrigue en Côte d'Ivoire. Nos structures de soins et de prise en charge du fait de maladresse, comme il le dit lui-même entre guillemets, de certains soignants, ne sont-elles pas toujours des lieux de stigmatisation dans certains contextes? Sous-entendu, un peu de déshumanisation aussi, parce que tous face à la maladie, malheureusement, et surtout quand les malades sont comme ça à grande échelle, nous ne sommes plus que des numéros, si on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est exactement ce système de santé à visage humain que nous voudrons vraiment, nous aspirons à voir, je pense, c'est que la réponse au VIH nous a démontré comme étant absolument essentielle. Et vraiment, il y a plusieurs interventions qui visent à avoir les partenaires de santé, enfin les prestataires de santé comme des partenaires dans la santé, pas dans la maladie, mais dans la santé, mais aussi pour renforcer la capacité des utilisateurs de services de santé comme pour vraiment connaître leurs droits et également avoir des structures en place pour permettre aux personnes qui rencontrent des formes de discrimination ou de stigmatisation ou carrément d'autres formes de violation de leurs droits pour leur permettre d'accéder à la justice et d'aider ces personnes-là vraiment à trouver des moyens pour avoir des recours, que ce soit administratifs ou juridiques, quand il s'agit quand il y a des débordements. En un mot, Mianco, donc parce qu'il y a beaucoup de conseils, de recommandations, on voit que vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. En un mot, quand même, quelle serait la recommandation que vous proposeriez pour notre mini-plan d'action, que vous mettriez en avant le plus en une phrase? Pour en revenir à ce que la directrice exécutive de l'UNICIDA, Madame Binyamina, avait dit, l'existence d'un compromis entre les droits humains et la santé publique est un mythe. Les droits humains sont non seulement intrinsèques, mais ils forment le levier par excellence permettant au gouvernement de mettre un terme aux pandémies. Je voudrais dire que la recommandation serait vraiment cette idée de baser des réponses aux maladies sur les droits humains et de mettre les communautés au centre de toute réponse aux maladies. Merci beaucoup, Mianco. On va passer avec notre panéliste suivante, Madame Maria Amar,
qui est chef de la section du suivi et d'évaluation des politiques publiques à la Commission nationale des droits de l'homme du Maroc. Maria, merci beaucoup de nous rejoindre. On est un peu dans le même thème là, à savoir comment essayer d'encadrer mieux par la loi, comment mieux protéger les droits de l'homme aussi dans le cadre des pandémies. Pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est une institution ou une commission nationale des droits de l'homme et quel est son rôle? Merci infiniment, Emmanuel. Merci à tous nos organisateurs d'avoir associé le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme du Maroc, à cet important événement. Et donc, pour ne pas m'attarder, donc pour répondre à votre question, le CNDH est une institution nationale pluraliste et indépendante qui est chargée de la promotion. Un petit problème de son avec Madame Amar. Maria Amar, vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Ah voilà, on vous a perdu une fraction de seconde. Là, oui, vous pouvez reprendre. Oui, je disais que le Conseil national des droits de l'homme est une institution nationale pluraliste et indépendante qui est chargée de connaître de toutes les questions relatives à la protection des droits humains et des libertés individuelles, à la défense des libertés, à la garantie de la pleine jouissance et de l'exercice des droits par les citoyennes et les citoyens et à la préservation de leur dignité. Donc le CNDH existe depuis plus d'un quart de siècle. C'est anciennement appelé CCDH, Conseil consultatif des droits de l'homme, mais en 2011, avec l'avènement de la nouvelle loi fondamentale du pays, donc le CNDH a été promu à un statut constitutionnel qui est prévu par la Constitution du pays, conformément aux dispositions de l'article 161 de la Constitution. Donc, à cet égard, le CNDH est régi par la nouvelle loi qui date de 2018, la loi numéro 7615, qui est téléchargeable sur le site de notre institution au Maroc. Donc, cette nouvelle loi, elle est venue pour élargir le mandat de l'institution, élargir les attributions et les prérogatives en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. De par cette nouvelle réorganisation, le CNDH s'est doté de 3 nouveaux mécanismes de recours, qui sont le MNP, le mécanisme national de prévention de la torture, le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits, et le troisième volet, c'est le mécanisme qui est consacré à la protection des droits des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, tout INDH est régi par les principes de Paris, qui datent de 1993, de l'Assemblée générale des Nations unies, et bien évidemment des principes de Belgrade qui régissent la relation ou les relations existantes entre les INDH et les parlements de par le monde. Alors, Maria, on comprend bien le contexte là et l'augmentation petit à petit des prérogatives de votre organisation de défense des droits de l'homme. Mais pour revenir au concret de nos affaires de pandémie, là, de VIH et de Covid-19, est-ce que par exemple, vous avez été directement associé à la mise en place du plan de riposte au Maroc? Tout à fait. Donc, depuis 2013 et bien avant, déjà depuis 2013, le Conseil national des droits de l'homme est fortement impliqué à l'élaboration de stratégies et de politiques publiques en matière de riposte au VIH, avec l'élaboration de manière étroite, avec une collaboration étroite avec le ministère, le département de la santé au Maroc et bien évidemment notre partenaire incontournable, l'ONU-SIDA, la section du Maroc, mais aussi toutes les organisations thématiques de la société civile, en vue d'élaborer une stratégie nationale sur les droits humains et le VIH, mise en œuvre depuis 2013 et renouvelée en 2018 jusqu'en 2021. Mais avec le contexte du Covid, cette stratégie va être étendue jusqu'en 2023, vu la lenteur et vu le confinement qu'a subi tout le monde. Donc cette stratégie vise un environnement plus favorable pour la mise en œuvre du plan stratégique national sur le VIH-Sida, en prenant en considération les problématiques de stigmatisation, de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH et les populations clés, afin, bien évidemment, d'améliorer l'accès aux services de santé, notamment le VIH. Et c'est parmi les résultats escomptés de cette stratégie qui vise à promouvoir
la protection de ces catégories vulnérables. Non, ça c'est un bon exemple. Au Maroc, on me dit qu'on a en ligne Madame Marie-Josée Mujinga Bimancha, qui est le point focal pays VIH et droits humains et juge à la Cour de cassation au Congo démocratique. Est-ce que Madame Mujinga est en ligne, effectivement, et est-ce qu'elle pourrait aussi nous donner l'exemple de l'implication des différentes organisations de défense des droits de l'homme dans le plan de riposte, dans la définition du plan de riposte localement? Madame Mujinga depuis Kinshasa. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Madame Mujinga? Apparemment, Madame Mujinga ne nous entend pas. Madame Mujinga, vous nous entendez? Ah, on commence à vous voir. Madame Mujinga, baissez un petit peu votre caméra, peut-être, qu'on puisse mieux vous voir. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner avec Madame Mujinga. On avait l'impression de l'entendre, mais j'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. Madame Mujinga, vous ne nous entendez pas? Bon, ça arrive, hein, c'est lié au Covid, on lui en veut vraiment à cette pandémie. On va revenir avec vous, Maria Amar, donc, puisqu'on ne peut pas malheureusement avoir cette illustration qui aurait pu compléter peut-être l'approche marocaine de la riposte et de l'association des différentes organisations de défense des droits de l'homme. Comment quelle serait vraiment la plus essentielle, on va dire, la plus importante des recommandations que vous feriez, que vous aimeriez préciser au public ou aux autorités peut-être qui nous écoutent pour mieux lutter contre les discriminations et la stigmatisation en période de pandémie? Votre principale recommandation et comment on peut concrètement et rapidement la mettre en œuvre? Donc, en termes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, il s'agit avant tout d'insister sur l'information générale de la population pour garantir le droit à être bien informé. Et ça, c'est le rôle des médias et des journalistes, mais aussi le droit d'accès à l'information. Il s'agit aussi, j'insiste là-dessus, de modifier les lois. Et c'est le cœur, c'est-à-dire être au cœur de la réforme juridique, afin de pallier aux obstacles liés à tout accès aux droits élémentaires des citoyennes et des citoyens, surtout dans le contexte du Covid, dans le contexte du VIH ou de la lutte contre la tuberculose. Il s'agit bien évidemment pour le CNDH, qui est partie prenante et qui est leader dans cette implication, donc aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux, en l'occurrence l'ONU-SIDA et toute la société civile qui est impliquée, de développer des partenariats avec les départements étatiques. Et bien évidemment, dans ce contexte du Covid, il s'agit d'insister sur l'implication du travail de plaidoyer pour mettre en place de nouvelles lois, de nouvelles dispositions juridiques afin, bien évidemment, d'aller de l'avant et de modifier, bien évidemment, toutes les lois qui sont archaïques, qui ne sont plus mises en œuvre, malheureusement. Très bien, Maria Amar, vous restez avec nous. On va retrouver Patrice Sanon, qui est juriste au Burkina Faso et où il a débuté sa carrière au sein du Réseau national des personnes vivant avec le VIH en qualité de juriste, justement en proposant de l'assistance juridique aux personnes vivant avec le VIH afin de lutter justement contre la stigmatisation et la discrimination. Patrice Sanon, vous venez d'entendre ce que disait Maria Amar. Est-ce que vous pensez que cette mesure est facile à mettre en œuvre? Est-ce que vous pensez que rapidement, on peut résoudre ce problème auquel on est confronté au final depuis un certain nombre d'années déjà, et même, on l'a vu sur la Covid-19, partager l'information n'est pas toujours chose aisée. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je pense que c'est vrai, on peut mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, mais à condition que les actions qui sont entreprises sur le terrain sortent de la rhétorique et vont directement à l'endroit des personnes qui sont concernées par la stigmatisation et la discrimination. Voilà. Et donc, vous, dans votre expérience, vous pensez qu'il y a une grande marge de progrès dans ce domaine-là? Oui, effectivement. Je pense que il y a eu, peut-être, il y a un problème de positionnement stratégique dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Parce que les actions qui sont souvent entreprises se sont concentrées sur le cadre
institutionnelle et on a un peu négligé les interventions communautaires. Alors qu'avec les expériences que l'on rencontre dans les différents pays, la remarque générale est que les personnes venant du VIH ou les populations clés se sentent vraiment bien à l'aise dans les différentes structures associatives et lorsque l'assistance juridique leur est apportée dans ces cadres, vous voyez, ce sont des actions qui aboutissent et on trouve des résultats quand même qui aident les personnes à résister. Alors que lorsqu'on s'oriente vers le cadre institutionnel, le plus souvent le recours ou bien la procédure finit en cours de route parce que la personne arrête de dire on abandonne la procédure pour aller devant un juge ou bien un gendarme ou bien quelque chose comme ça. Voilà, donc les cadres institutionnels, il faut le voir et une meilleure implication et une autre manière de voir l'assistance juridique. Quelles sont les formes les plus récurrentes de violence, d'abus ou de stigmatisation, de discrimination que vous avez rencontrées dans les communautés et puis quel type d'appui pouvez-vous leur apporter dans ces cas-là? En ce qui concerne des exemples concrets, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde se rende compte de ce que c'est en fait pour les personnes vivant avec le VIH, de ce que c'est réellement cette stigmatisation, cette discrimination, très concrètement. Ok, je pense que les formes, elles sont parfois ouvertes, parfois aussi sournoises. Donc, vous allez voir par exemple pour les personnes vivant avec le VIH dans beaucoup de communautés. Et après le décès, souvent des pères, vous assistez à une spoliation des biens des veuves et des enfants, c'est-à-dire les parents proches, ils viennent et ils veulent prendre tous les biens et avant ça, ils tentent même parfois de faire des tests pour confirmer les tests séropositifs ou pas des enfants avant de s'engager dans la garde. Vous avez le remariage forcé, donc le mari il décède, on tente toujours de ramener la dame dans un foyer, bon, c'est la tradition en Afrique, mais en matière de VIH, c'est une pratique qui se révèle quand même un peu dangereuse parce que bon, non seulement le consentement de la personne n'y est pas, et ensuite, il y a toutes ces lois pénales qui entourent la transmission du VIH. Vous avez aujourd'hui plein de violences morales liées au divorce et séparation de corps du fait du VIH. Et vous avez aussi pas mal de cas de personnes venant du VIH qui sont expulsées des logements, c'est-à-dire lorsque l'on constate qu'ils ont le VIH, on les fait sortir. Vous avez aussi dans les lieux de travail, on fait souvent des dépistages déguisés et voilà, lorsqu'on découvre que vous avez le VIH, on vous remercie d'une manière ou d'une autre, ou bien on vous amène à un autre niveau où vous n'arrivez plus à faire votre travail. Vous avez les violences physiques, les coups et blessures volontaires qui sont aussi souvent fréquents au niveau des personnes à VIH. Voilà, on s'accuse mutuellement et bon, ça se termine. Vous avez les chantages. Chantage, par exemple, entre des conjoints souvent infectés et non, ou bien des conjoints sérodiscordants. Pour les prostituées, quand on dit travailleuses de sexe généralement, et là aussi, c'est les raquettes policières qui viennent en tête. Donc, tous les jours, elles sont victimes de ça. Voilà, l'expulsion des loyers, on les emploie dans des lieux où on refuse de les payer, on leur fait du chantage. Bon, elles sont obligées de se taire et de ne pas réclamer leur dû. Vous avez les violences physiques, voilà, les cas de viol, de refus de port de préservatifs, les coups et blessures volontaires. Et souvent, par exemple, les dernières années, on a remarqué que les grossesses indésirées au niveau de cette population étaient assez élevées parce que elles ne réussissent pas la négociation du port des préservatifs. Vous avez les chantages, les injures et les ragots. Et quand ce sont les homosexuels, là, c'est plus grave dans beaucoup de pays où, voilà, dès qu'on découvre le droit au logement est totalement fini. Voilà, les coups et blessures volontaires par la population, là, c'est fréquent. Au Burkina Faso, on en a rencontré plusieurs cas ces dernières années. Vous avez les harcèlements moraux, les chantages même. Et souvent, entre eux, ils font des chantages pour se soutirer de l'argent. Bon, voilà. Ensuite, les problèmes de succession, de rupture abusive des contrats de travail. Voilà. Et nous, ce qu'on essaie de faire pour tous ces cibles,
On fait de l'information et de l'orientation juridique, c'est-à-dire on essaie de renforcer les capacités des bénéficiaires sur les textes en vigueur, genre des mesures préventives pour éviter que ces personnes se retrouvent sous le coup de la loi. Donc, on a un forum sur un site, ensuite des questions-réponses par email, par téléphone ou par SMS, on arrive à assister les gens. On fait des consultations juridiques, l'écoute attentive, l'examen, on donne des réponses juridiques aux problèmes des droits des bénéficiaires et lors des permanences juridiques, voilà. Et ensuite, on fait de la représentation. En cas de besoin, on assiste toujours la personne jusqu'à un certain. S'il y a lieu, on fait appel à un avocat. Et il y a l'autre mode, les modes alternatifs de résolution, tels que la médiation, la conciliation, et qui marchent beaucoup parce que beaucoup de cibles qui viennent, qui ont des problèmes, préfèrent passer par exemple par ces voies et moyens pour pouvoir y arriver. Donc, ensuite, on fait de la documentation. Voilà. Mais est-ce que vous êtes un recours naturel? Est-ce que les gens viennent facilement vers votre réseau? Est-ce que pour eux, il y a une logique à s'inscrire dans un processus juridique, voire judiciaire, après ce genre de discrimination et de stigmatisation? Oui, au début, il y avait de la méfiance. Il y avait de la méfiance. Je pense que c'est au vu des résultats et le fait qu'on a conçu notre système et on l'a intégré aux interventions communautaires, c'est-à-dire on travaille en étroite et on a un léger problème avec votre micro, Monsieur Sanon. Il faut peut-être que vous le remettiez en place ou... Vous ne m'entendez plus? Ça y est, on vous entend de nouveau clair. D'accord. Allez-y. Donc, j'ai dit, nous offrons des services de proximité. Donc, nous allons dans les associations et c'est au sein des associations que nous offrons ce service. Et notre service aussi est ouvert, où on peut venir et il n'y a pas de lien hiérarchique entre nos services et les cadres institutionnels. C'est-à-dire, c'est le consentement et la volonté de la personne qui domine. Donc, ça rassure les intéressés quant à la confidentialité et au fait qu'on ne va pas les amener dans un cadre où ils ne vont plus maîtriser comment le problème sera traité. Alors, comme vous êtes juriste, on a une question qui arrive là, je vous la pose. Si vous ne pouvez pas répondre, vous me dites, mais j'ai des doutes, je suis sûr que vous allez nous trouver une réponse. La question vient de Dakar, la personne n'a pas mis son nom. La question est la suivante: le consentement parental nécessaire pour accéder au dépistage du VIH, par exemple, est-ce que c'est une forme de discrimination d'accès aux services pour les adolescents de moins de 18 ans? Est-ce que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique francophone? Est-ce que selon vous, c'est un obstacle, cette loi sur la majorité et cette nécessité d'un consentement parental? C'est valable aussi évidemment pour la santé sexuelle, c'est valable pour le VIH et valable pour les grossesses. Oui, et non, je pense qu'il y a quand même un peu une contradiction entre les textes au niveau des différents pays. Voilà, le consentement parental, je pense que c'est la loi qui l'institue, les codes des personnes et des familles instituent le consentement parental pour les enfants et on doit les protéger. Et en même temps, il y a le droit des enfants aussi à avoir accès aux services de prévention. Donc, je pense que dans beaucoup de pays, il y a des protocoles de prise en charge, des protocoles de prévention et de prise en charge qui ont quand même inclus ces dispositifs pour pouvoir donner accès aux services de dépistage aux enfants, aux jeunes. Et je pense qu'il y a une nécessité certainement d'harmoniser les dispositifs juridiques pour pouvoir mettre fin à cette pratique, pour favoriser l'accès au plus grand nombre de personnes au dépistage. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, c'est intéressant. C'est une question sur laquelle, de toutes les façons, on pourra revenir et sur laquelle le public pourra revenir également dans le chat si nécessaire et on essaiera de répondre le mieux possible. Alors, Monsieur Sanon, est-ce que vous avez une recommandation précise pour renforcer justement ou mettre en place un mécanisme particulier de plainte, de recueil des plaintes évidemment, et de rapport sur les cas de violation des droits humains dans le cadre des discriminations et stigmatisations liées aux pandémies? Oui, je pense que les dispositifs tels que mis en place, je rappelle que ce dispositif est tiré du manuel sur les services juridiques liés au VIH qui a été conçu vers les années 2012 par l'ONU-SIDA, le PNUD et d'autres partenaires. Donc, c'est un manuel qui est d'actualité. Et ce dispositif est vraiment adapté à plusieurs options. C'est adapté aux besoins des cibles
Et pour mieux répliquer ces dispositifs, je pense qu'il faut privilégier avant tout les mécanismes de médiation, d'arbitrage et de résolution des conflits. Voilà, ce sont des modèles d'intervention qui ne sont pas trop judicialisés, qui sont très opérants. C'est-à-dire les bénéficiaires, ils adorent ça. Quand on vous pose la question, est-ce que mon problème, on va aller en justice, on va dire non, on va essayer de faire la médiation pour pouvoir vous aider et tout ça avec la personne avec qui vous avez un problème. Bon, vous voyez, la personne n'est pas partante. Mais dès lors que vous dites, là où la chose est arrivée, il faut qu'on aille en justice, vous allez voir que la personne va tout se rétracter. Donc, il faut réfléchir vraiment à ces mécanismes de médiation, d'arbitrage et de résolution des conflits. Il faut choisir là où les organisations contractualisées, c'est-à-dire il faut mettre en place un système contractuel entre les organisations communautaires et certainement ceux qui veulent apporter l'assistance juridique, c'est-à-dire que ce soit des cabinets, que ce soit des boutiques de droit ou bien des juristes. Il faut choisir un mécanisme de contractualisation et un véritable partenaire engagé plutôt que de considérer comme une prestation classique des services techniques. Je prends un exemple. Quand vous signez un contrat avec un avocat, dans le cadre de ces assistances, c'est que j'ai vu en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, j'ai vu l'exemple où, et voilà, les avocats interviennent que lorsqu'on on les saisit, alors que dans ce dispositif, on voudrait que les avocats se déplacent, aller de temps en temps et mener, aller écouter les bénéficiaires, leur donner des conseils pratiques, tout ça. Bon. Si c'est un système contractuel bien clair, ça peut aller. Ensuite, il y a souvent que les actions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination n'ont jamais été bien évaluées. Voilà, les coûts des services, c'est souvent sous-estimé et bon, je me dis que c'est lié au fait que les acteurs ne maîtrisent pas trop, mais il faut prendre tous les aspects en compte. Il faut un paquet complet de services. D'abord, l'intervention communautaire, l'affaire éducation. Ensuite, les actions de prévention juridique, c'est-à-dire l'information juridique, il faut sensibiliser les cibles. Ensuite, la gestion des cas et l'assistance judiciaire. Donc, c'est un paquet complet qu'il faut développer. Et ensuite, il faut que les acteurs qui interviennent soient familiers vraiment aux interventions communautaires. Donc, quand ils sont familiers, ça passe. Mais si vous prenez des acteurs neutres, bon, voilà. Ouais, c'est compliqué. On a bien compris, Monsieur Sanon, merci beaucoup. C'est intéressant, cette idée du package. Hein, et puis, ça peut permettre peut-être aussi, d'ailleurs, d'accélérer les procédures judiciaires qui, parfois, sont très longues dans nos pays, que ce soit au sud comme au nord, d'ailleurs. On va retrouver maintenant Ibrahim Abba, qui est actuellement le coordinateur de l'association Bok Yakaar de Fatick, Sénégal. Il a commencé à militer dans la lutte contre le sida en 2006 au niveau de l'association régionale de Kaolack et est devenu secrétaire général du RNP+, de 2011 à 2017. Bonjour Ibrahim Abba, on est content de vous retrouver avec nous. Alors vous avez la douloureuse mission d'essayer de synthétiser un peu nos discussions d'aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec vous et prêt à vous assister dans ce travail pour essayer de résumer notre mini plan d'action. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez d'abord brièvement nous expliquer qu'est-ce que le partenariat mondial et quels sont ses objectifs? Merci beaucoup Emmanuel et bonjour à tout le monde. En fait, le partenariat mondial, c'est une initiative qui a été mise en place par un consortium d'organisations, à savoir l'ONU-SIDA, ONU-FEMMES, le PNUD, le Fonds mondial, le réseau des personnes vivant avec le VIH mondial et également la délégation des organisations de la société civile. Donc, l'objectif du partenariat mondial aujourd'hui, c'est vraiment de catalyser, d'accélérer et d'essayer de traduire en engagement les engagements pris par les gouvernements pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination au niveau des pays par des changements de politique mesurables et des interventions programmatiques. Donc, on va essayer dans le cadre de ce partenariat mondial de pousser les gouvernements à changer les différents domaines dans lesquels ils vont s'intéresser. Donc, on a 6 domaines d'intervention dans le partenariat mondial. Et parmi ces domaines-là, on a le domaine du soin de santé, donc la stigmatisation en milieu sanitaire. Donc, tout ce qui est lié aux formes de stigma
dans les services de prise en charge, d'accès aux services de soins, d'accès aux ARV, antirétroviraux et autres. La stigmatisation également en milieu éducatif, donc au milieu scolaire, avec les enfants vivant avec le VIH, comment on peut réduire la stigmatisation dans ce domaine-là. Il y a également la stigmatisation en milieu de travail, donc tout ce qui est lié aux ruptures de contrat, au refus de recrutement des personnes vivant avec le VIH, mais également au licenciement abusif lié aux maladies récurrentes des personnes vivant avec le VIH. L'autre domaine d'intervention également du partenariat mondial, c'est la justice. Et beaucoup des intervenants tout à l'heure en ont beaucoup parlé également. Il s'agit de tout ce qui est lié à la violation des droits humains, mais également aux lois qui régissent nos pays sur tout ce qui est le VIH et les autres aspects connexes du VIH. Quels sont, excusez-moi, je vous interromps parce que malheureusement le temps est en train de filer à la vitesse de la lumière. Quels sont les pays déjà membres du partenariat mondial et comment un pays peut-il devenir membre et qu'est-ce que le grand public, en fait, les communautés, les autorités, les autres acteurs clés peuvent faire pour que leur pays rejoigne justement ce partenariat mondial? Alors, il y a plusieurs pays aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique et en Afrique, qui sont membres du partenariat mondial. Et je m'en vais juste vous citer les pays francophones parce qu'on est dans une conférence francophone. Donc, en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons la Côte d'Ivoire qui fait partie aujourd'hui du partenariat mondial. Nous avons la RDC, la République démocratique du Congo, qui a rejoint aussi le partenariat. Nous avons la RCA, la République centrafricaine, et mon pays, le Sénégal également. Donc, voilà les 4 pays aujourd'hui actuellement qui sont les pays francophones qui sont dans le partenariat mondial. Et pour rejoindre le partenariat mondial, donc c'est un choix qui est fait par les initiateurs de ce partenariat-là, qui identifient des pays et qui leur envoient une lettre de manifestation d'intérêt pour leur demander s'ils voulaient faire partie de ce programme-là. Donc, il y aura une deuxième vague qui sera enrôlée en 2021. Et ces pays-là, s'ils sont favorables, vont répondre également par une lettre pour dire qu'ils veulent intégrer le partenariat mondial. Et dans cette lettre-là, ils auront à choisir parmi les 6 domaines d'intervention du partenariat, 3 domaines prioritaires qu'ils vont essayer de mettre en œuvre à la première année. Et à la deuxième année, ils vont compléter par les 3 derniers domaines qui sont dans le partenariat pour pouvoir assurer la lutte contre la stigma dans le pays. D'accord, donc une grosse initiative qui permet la mobilisation de nombreux acteurs de nombreux pays et peut-être de fonds aussi, qui est très intéressante. Alors nous, à plus modeste échelle, on a essayé d'établir un mini plan d'action pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots donc ce mini plan d'action, Ibrahim Abba? Je crois que il y a un petit document qu'on peut peut-être partager avec notre public pour appuyer aussi vos propos. Mais dans tous les cas, allez-y, résumez-nous un peu ces recommandations, donnez-nous votre avis. Et peut-être vous-même, d'ailleurs, vous avez envie de nous donner une recommandation. Voilà, donc je vais commencer par Ramatoulaye, que je salue également par rapport à sa recommandation. Elle demande à ce qu'on puisse lier les études de index et stigma au partenariat mondial. Effectivement, c'est l'objet principal vraiment de ce programme-là avec le GNP et l'ONU-SIDA. Donc, c'est essayer de voir quelles sont les données qui sont issues de ces études-là. Et dans chaque pays, on verra que voilà, il y aura des domaines qui vont venir, qui sortiront du lot. Par exemple, si c'est la stigmatisation en milieu population clé ou si c'est la stigmatisation en milieu sanitaire qui est sortie, ou même par rapport à ce que disait également Biblo de la Côte d'Ivoire. Essayer de voir également dans l'autostigmatisation des personnes vivant avec le VIH, comment on peut essayer d'améliorer ça. Et pour cela également, les domaines d'intervention du partenariat mondial vont le prendre en compte. Par exemple, quand il s'agit de la stigmatisation en milieu familial, il y a un domaine d'intervention du partenariat mondial qui s'occupe de cela. S'il s'agit maintenant de l'autostigmatisation, comme disait Biblo, c'est des interventions sur la santé positive, dignité, prévention qui seront mis en avant dans ce programme-là. Et là, j'essaie juste
d'apporter une contribution par rapport à ce que disait Biblo aussi. Par exemple, les études index estima qui se sont passées en Afrique de l'Ouest, on remarque qu'il y a beaucoup plus de stigmatisation que de stigmatisation. Donc, ça varie de 50 à 70% dans les pays. Et donc, il faudra également faire des interventions auprès des populations, des personnes vivant avec le VIH, pour renforcer leur confiance en soi, leur estime de soi, afin que ces personnes-là puissent vraiment réduire la stigmatisation en milieu interne et du coup réduire également la stigmatisation en milieu familial. Par rapport à Mianko aussi, c'est vrai que... Il nous reste 5 minutes. Pardon de vous interrompre, donc on va essayer de raccourcir. Mianko qui disait qu'il faudra mettre la personne vivant avec le VIH au centre. Effectivement, aujourd'hui, avec le partenariat mondial, les pays doivent mettre en place un comité technique et ce comité technique doit être vraiment piloté par le réseau des personnes vivant avec le VIH. Donc, ce qui prouve que le partenariat mondial pense vraiment à mettre au centre les personnes vivant avec le VIH. La réforme juridique que Maria disait, elle intervient dans le domaine d'intervention qui parle de la justice. Donc, tout ce qui est révision des lois, tout ce qui est réduction des violences basées sur le genre au milieu des personnes vivant avec le VIH, ça le prendra en compte. Et par rapport maintenant à Patrice Sano qui parlait de mécanismes de médiation, effectivement, ça aussi, le partenariat mondial essaie de donner la parole aux acteurs communautaires, aux acteurs de la société civile pour qu'ils mettent en avant leur plan d'action qui va permettre vraiment de pouvoir assurer une bonne réussite de ce plan-là au niveau pays. Alors, le public peut voir à l'écran présentement les 5 recommandations qui ont été présentées jusqu'à présent par nos panélistes. C'est un document qu'on va circuler, partager évidemment dans le cadre de ce symposium et de cette conférence internationale Afravi. Monsieur Ba, peut-être pour vous, en 2-3 phrases, une recommandation vraiment spécifique sur laquelle vous souhaitez insister, qui selon vous est essentielle pour compléter ce mini-plan d'action. Ouais, moi je vais insister sur les pays déjà qui sont membres dans le partenariat mondial pour que ces pays-là puissent vraiment faire des consultations très larges pour ne pas laisser personne en rate. Parce que quand on parle de partenariat mondial, on parle de toutes les communautés de personnes vivant avec le VIH, que ce soit les populations clés, que ce soit les jeunes, les enfants, les femmes. Donc, que les consultations au niveau pays puissent ratisser le plus largement possible, que les interventions puissent être bien choisies pour qu'on puisse vraiment atteindre la fin de la stigmatisation d'ici 2030. Vous êtes confiant qu'on va pouvoir atteindre la fin de la stigmatisation? Moi, je dirais qu'on doit mettre beaucoup plus le focus sur la stigma parce qu'aujourd'hui, on est en train de gagner le combat de la mise sous ARV. Les personnes se portent très bien. Mais ce qui pose aujourd'hui véritablement problème, c'est la stigmatisation, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe. Et tant qu'on ne combat pas cette stigmatisation-là, on risquera toujours de revenir en arrière par rapport à la prise en charge. Donc, il faudrait que tous les partenaires, que tous les pays puissent mettre en avant cette stigmatisation. Je reste confiant parce que j'ai confiance aux acteurs communautaires, j'ai confiance au programme et je pense qu'on pourra y arriver, Inch'Allah. Il faut aussi avoir confiance dans le dévouement des personnes comme vous, hein, de tous les agents au niveau communautaire, de toutes les associations qui passent un temps considérable, qui mettent une énergie très importante dans la lutte contre les discriminations, les stigmatisations. Et je pense que c'est aussi là-dessus la mobilisation de tous, hein, à tous les niveaux. Chacun à son niveau peut agir, peut faire quelque chose pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, quelle que soit la pandémie d'ailleurs. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler alors que nous sommes en train de terminer ce symposium organisé par l'ONU-SIDA et qui avait pour thème, je le rappelle, stigmatisation et mesures discriminatoires en temps de Covid-19, les leçons pertinentes tirées de la riposte au VIH. Je remercie tous nos intervenants, Ibrahim Abba évidemment pour son esprit de synthèse, qu'on aura l'occasion, j'espère, de réutiliser à plusieurs reprises. Didier Blibolo, le sociologue qui était en Côte d'Ivoire, Ramatoulaye Diallo depuis Dakar, Mianko depuis Genève de l'ONU-SIDA, Madame Mujinga, malheureusement, avec qui on n'a pas pu se connecter. C'est bien dommage parce que si on avait pu avoir le point de vue de Kinshasa, ça aurait été intéressant. Maria Amar, merci à vous beaucoup, Patrick Sanon et Ibrahim Abba à nouveau. Merci à toute l'équipe de l'ONU-SIDA d'avoir eu l'idée d'abord d'organiser ce symposium. Merci au public. Je sais que vous avez posé beaucoup de questions. On va tout faire pour pouvoir y répondre
en chat et on espère voilà, qu'on aura l'occasion bientôt de vous retrouver. À très bientôt et bonne suite de programme avec la FRAVI. Au revoir.